Salut Tristan. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tristan, t'es historien, spécialiste des États-Unis d'Amérique, t'es maître de conf à la Johns Hopkins University et tu viens de publier un petit opus aux éditions textuelles. Ça s'appelle La victoire de Zoran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche. Tu reviens sur la victoire relativement inattendue, même totalement inattendue avant les primaires démocrates d'un socialiste revendiqué de 34 ans à la mairie de New York l'année dernière. Tu racontes sa campagne où il est parti de presque rien, comment il a monté une coalition populaire en associant des jeunes précaires, des locataires, des diasporas et beaucoup de militants aussi, et comment il a réussi à battre l'establishment démocrate autour d'un programme simple sur le coût de la vie et les services publics. Au-delà du cas spécifiquement new-yorkais, ton livre pose une question stratégique pour la gauche. Comment est-ce qu'elle peut encore gagner dans un moment politique qui est dominé par le Trumpisme aux États-Unis, mais plus largement par l'impuissance, et ça vaut aussi pour la France, des partis traditionnels. Ton livre, il commence par un constat qui est assez brutal, c'est que le parti démocrate, le grand parti de gauche américain, s'est coupé des classes populaires. Au fond, est-ce que tu penses que la victoire de Mamdani, c'est d'abord une victoire contre les républicains ou contre l'establishment démocrate lui-même? Oui, alors c'est très clairement une victoire contre l'establishment démocrate, parce qu'à New York, on est dans une ville qui est démocrate. Le candidat républicain, il a pratiquement aucune chance de gagner à New York. Il a d'ailleurs fait entre 8 et 9% des voix. Et donc, Zoran Mamdani, il gagne très clairement contre, disons, l'appareil centriste du parti démocrate. C'était Andrew Cuomo, le candidat du Parti démocrate. Andrew Cuomo, c'est quelqu'un que les New-Yorkais connaissent depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a été 2 fois gouverneur. C'est quelqu'un qui vient d'une dynastie politique aussi démocrate. Puis c'est quelqu'un qui avait tout l'argent de l'appareil démocrate, qui était soutenu par des grands noms du Parti démocrate, Bill Clinton par exemple, Hillary Clinton aussi. Et donc Zoran Mamdani, il a gagné contre cela, puisqu'il faut rappeler qu'il gagne les primaires, mais que Cuomo reste dans la course pour l'élection générale, et que Cuomo reste donc son opposant. Donc c'est très clairement une victoire, alors bien évidemment contre le camp républicain, mais le camp républicain, il n'a aucune chance de gagner à New York, et surtout contre le camp démocrate. Dans un moment politique que l'on vit actuellement, qui est marqué par, j'allais dire, le retour de Donald Trump. Ça fait 1 an, on a l'impression que ça fait 10 ans. Tu racontes que donc cette victoire socialiste dans la plus grande ville des États-Unis, est-ce que, d'après toi, Mamdani est la meilleure réponse au Trumpisme? Autrement dit, est-ce que c'est une gauche radicale, une gauche sociale, avec un programme social clair, qui peut l'emporter face à Donald Trump, plutôt qu'un centrisme défensif, comme on peut le voir aussi, comme ça existe aussi dans le camp démocrate? Je te dis ça parce que, tous les territoires américains ne sont pas des territoires qui sont, comme tu l'as rappelé, à 80% démocrates. Il y a des territoires républicains, et pour devenir président de la République, président des États-Unis, t'as besoin, en fait, aussi de gens qui votent dans ces territoires-là pour toi. Ouais, bon, la victoire de Mamdani, elle vient quand même d'assez loin. Et elle vient, moi je retrace l'histoire de Mamdani jusque 2016 finalement, parce qu'en 2016, toi, t'as 2 populismes qui émergent aux États-Unis. T'as un populisme de droite avec Donald Trump, et puis t'as le populisme de gauche avec Bernie Sanders. Le Parti démocrate fait tout pour que Bernie Sanders ne gagne pas la primaire, aussi bien en 2016 qu'en 2020. Et il faut quand même le dire, c'est que sur les 3 élections présidentielles où le Parti démocrate fait face à Donald Trump, la seule fois où il gagne, c'est avec Biden, et c'est un programme où il y a des mesures sociales. Dans ce programme, par exemple la dette étudiante, ça c'était quelque chose de très important. Les 2 autres fois, finalement, Kamala Harris, qui se souvient de ce qu'elle proposait comme avancée sociale? Il n'y avait pratiquement rien dans son programme. Donc moi je crois que oui, en effet, c'est l'antidote, mais ça n'est pas un programme radical. Le programme de Zoran Mamdani, finalement, surtout vu d'Europe, c'est un programme social-démocrate vraiment très modéré. Je te rappelle que le gel des loyers, c'est vraiment ce qui fait le fond de son programme. Donc, on peut pas dire universel et voilà. Donc c'est quelque chose finalement d'assez modéré. C'est pas quelque chose de révolutionnaire. Ça va pas renverser le système capitaliste, surtout à New York. Mais en tout cas, c'est une avancée dans le bon sens.
Et moi, je crois que en effet, c'est dans ce sens-là que les électeurs démocrates veulent aller, mais veulent aller depuis 2016. C'est finalement l'institution démocrate, du Parti démocrate, qui ne veut pas prendre ce mouvement en considération. Attends, du coup, si tu dis que c'est pas, d'ailleurs tu le dis dans le livre, hein, enfin que ces mesures, tu vois, c'est pas les mesures les plus radicales qui existent sur la place du monde en matière de gauche, ça veut dire que qu'est-ce qui a permis en fait à Zoran Mamdani de gagner? Qu'est-ce qui fait sa singularité? C'est plutôt du coup des questions d'organisation et de stratégie où là il jurait avec, il se différenciait de l'establishment démocrate. Ouais, non, trois choses. Je crois que le programme, c'est important. Parce que le programme, finalement, ça nous apparaît comme très modéré, mais d'un point de vue américain, c'était quand même énorme. C'est-à-dire de proposer des choses gratuites, des mesures de redistribution sociale, de taxer les riches, etc. Bon, c'était quelque chose de très important pour les Américains, et ça a fait vraiment basculer l'élection, très important pour les New-Yorkais. Ensuite, il y a bien évidemment l'organisation. Tu vois, l'organisation, elle était en dehors du Parti démocrate, là encore. Hein. Tu as au centre un petit parti qui s'appelle les Democratic Socialists of America. Bon, c'est un tout petit parti qui a à peu près 100 000 adhérents, mais c'est un parti qui est très organisé. Ils sont très bons dans le militantisme, ils sont très bons dans le porte-à-porte, et ils savent faire des campagnes. Et puis autour de ça, bien sûr, Mamdani, il s'est organisé avec les organisations locales. Tu l'as rappelé, les organisations de locataires, des organisations diasporiques. Et puis quelques organisations ici ou là, d'autres communautés. Donc ça fait en sorte qu'il gagne. Et puis enfin, moi je crois qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus important aux États-Unis, c'est la position par rapport à la Palestine. Le maire de New York, il a aucun poids dans la politique étrangère des États-Unis. Il faut être clair. Mais Mamdani, il a toujours été clair là-dessus. Il a toujours été dans une lutte pro-palestinienne. Et ça lui a fait gagner des points. Ça lui a pas fait gagner des points parce qu'il pourrait changer le monde. Ça lui a fait gagner des points parce qu'on l'a vu comme authentique. On s'est dit, lui, il ira jusqu'au bout. Même si on le critique, même si on lui dit, voilà, tu es islamiste, tu es un antisémite, etc. Il ne prend pas en considération. Il va au-delà de tout cela. Et il reste sur ses positions. Ça avait vraiment de lui un personnage authentique, un personnage qui est droit dans ses bottes et sur lequel on pouvait compter. Je vais revenir sur la question des coalitions, en fait, de la coalition Mamdani. Tu l'as dit, hein, les locataires, les diasporas, les minorités, il y a aussi les jeunes, les travailleurs précaires. Est-ce que c'est ça la sociologie de la gauche au XXIe siècle, vers laquelle devrait tendre la gauche au XXIe siècle? C'est ça la nouvelle classe ouvrière, genre, elle est définie en gros par des groupes sociologiques qui parfois n'ont pas exactement les mêmes intérêts, mais que une personnalité comme Mamdani et le projet qu'il porte arrivent à subsumer et à unir. Ouais, mais je crois que tu as raison là. C'est-à-dire que c'est des coalitions qui sont beaucoup plus hétéroclites qu'avant. Qu'est-ce qu'il y avait de commun entre les conducteurs de taxi qui viennent du Bangladesh à New York, les gays de Brooklyn, les Afro-Américains de Harlem? Pas grand-chose en commun. Si ce n'est le coût de la vie. Et c'est comme ça que Zoran Mamdani, en fait, leur a parlé, leur a dit, mais en fait, nous, on a les mêmes problèmes, d'où que vous veniez, de quel quartier que vous soyez, vous avez les mêmes problèmes. Et donc, il les a unis à travers ce programme, et c'est un programme vraiment qui était centré sur le coût de la vie, sur les loyers, sur les transports, sur les crèches universelles, sur les impôts pour les riches. C'est comme ça qu'il a bâti cette nouvelle coalition, et c'est comme ça que d'autres coalitions sont en train d'être bâties aussi dans d'autres villes aux États-Unis. Tu racontes aussi la place des mouvements sociaux et le fait que, dans une certaine mesure, Mamdani, en gros, a pu apparaître comme étant un débouché de mouvements sociaux qui ont structuré l'opposition, une partie de la société américaine. On pense notamment à Occupy, au mouvement Black Lives Matter, au mouvement, tu l'as rappelé, pour Gaza, au mouvement syndicaux. Est-ce que c'est ça aussi, d'après toi, un des horizons du politique à gauche aux États-Unis, mais pas uniquement, c'est d'être un débouché politique, apparaître comme un débouché politique à toutes ces luttes qui, encore une fois, parfois paraissent un peu disparates. Entre Occupy et Black Lives Matter, tu vois, c'est pas exactement les mêmes personnes et les mêmes objets. Disons que
tous ces militants qui se sont engagés pour Occupy, pour Black Lives, pour le DSA, pour les campements pour la Palestine, ils ont fini par s'engager pour Zoran. Alors bien évidemment parce que Zoran représentait leurs idéaux politiques, mais c'est surtout moi sur quoi je mets l'accent dans le livre, c'est la mémoire d'organisation musculaire, tu vois, la mémoire musculaire de cette organisation. C'est-à-dire que ils savaient comment faire campagne. Ils savaient comment faire campagne non seulement dans la rue, sur les réseaux sociaux, et puis surtout ils savaient comment publier leurs messages, comment partager leurs messages. Et ça, c'était très important. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'en effet, Zoran Mamedi a se capitalisé sur tous ces mouvements-là, mais c'est surtout que tous ces activistes de ces mouvements-là, mais tu peux mettre aussi, par exemple, Sunrise, le mouvement écologiste, etc., le mouvement trans, tu vois, qui s'est vraiment mobilisé pour Zoran, au service de cette campagne, mais c'est parce que ces gens, ils savaient s'organiser, ils savent comment faire campagne, ils savent comment faire campagne à peu près partout, et ils savent comment toucher les gens. Tu dis, c'est dans le titre, hein, que New York peut apparaître comme un laboratoire. D'abord, est-ce que c'est un laboratoire pour toi, pour les États-Unis ou pour le monde entier? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu résous en fait cette question qui est un peu toujours lancinante aux États-Unis, du fait que il existe deux États-Unis, comme s'ils avaient toujours pas cautérisé la plaie de la guerre de sécession, tu vois, genre le Nord et le Sud, les villes et le reste, et que avec un problème d'unité et le problème des États-Unis, c'est qu'au bout d'un moment, pour être élu président, je l'ai dit tout à l'heure, il faut réussir à rassembler tous ces Américains au-delà de juste l'endroit où Zoran Mamdani et Alexandria Ocasio-Cortez se sont fait élire, quoi. Ouais, alors moi, ce que je dis dans le livre, c'est que je pense pas du tout que New York soit une exception. C'est-à-dire quand tu regardes l'histoire des États-Unis, tous les mouvements qui ont commencé à New York, en fait, ils ont essaimé dans les États-Unis, et puis ils se sont exportés aussi à l'international. Tu vois, la raison pour laquelle il y a une Gay Pride à Paris, c'est parce qu'il y a eu Stonewall à New York. Et puis on parlait de Occupy, de Black Lives, des campements pour la Palestine. Bon, ça, c'est tous des mouvements en fait qui ont commencé à New York et qui se sont exportés un peu partout aux États-Unis et qui ont finalement gagné à l'international aussi. Donc moi je crois qu'en fait ça c'est le début d'une histoire, c'est l'accomplissement, tu vois, de 20 ans, la gauche qui s'est cherchée et qui s'est construite aux États-Unis et qui s'est très bien construite, vraiment un mouvement politique assez exceptionnel. Mais c'est aussi une nouvelle impulsion pour de nouveaux candidats. Quand tu regardes vraiment ce qui se passe aux États-Unis, tu as une majorité de gauche qui existe déjà. Ça, j'en parle aussi un peu dans le livre. Si tu veux, sur les grandes mesures sociales, Medicare for All, par exemple, la santé universelle, t'as 70% des gens qui veulent ça, 49% chez les Républicains. College for All, l'université gratuite, là aussi, c'est des scores qui sont démentiels. Le problème, c'est que t'as aucun des deux partis, que ce soit le Parti républicain ou le Parti démocrate, qui offre ces programmes-là. Et donc les gens votent sur des questions un peu identitaires, sur des questions d'immigration, sur les questions de violence, de crimes, etc., de justice. Donc il n'y a pas vraiment de programme qui est offert aux États-Unis, aux Américains sur ces sujets de gauche, et donc ils votent sur ces autres sujets. Moi, je crois vraiment que fondamentalement, il y a une grande espérance aux États-Unis sur ces mouvements-là. Je te rappelle encore une fois qu'encore en 2016, en 2020, vraiment Bernie Sanders a fait des scores vraiment exceptionnels à la primaire démocrate. Donc il y a une vraie envie, et c'est une envie vraiment qui parcourt tous les États-Unis. Même dans les États rouges, qui sont des États donc les États républicains, des États plutôt ruraux. Toi, moi je donne toujours l'exemple du Missouri. Le Missouri vote pour Donald Trump. Mais quand on leur demande par référendum s'ils veulent augmenter le salaire minimum, s'ils veulent l'avortement, s'ils veulent des autres semaines de congés payés, ils votent oui aussi. Donc dès qu'on demande aux Américains de voter sur leurs conditions de vie sociales, j'ai envie de dire, ils votent largement à gauche. Là, les États-Unis se préparent à des élections au mois de novembre prochain. C'est ce qu'on appelle les midterms, où ils vont renouveler une partie de leurs élus nationaux. Comment
comment est-ce que ça se prépare? Est-ce que, par exemple, tu as bon espoir que, dans le cadre des primaires qui vont être organisées pour désigner les candidats et les candidates démocrates qui vont concourir, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir y avoir plus de gens qui sont issus de ce, on va dire, mouvement socialiste au sens large, peut-être appartenir au Democratic Socialist of America, mais voilà, qui vont quand même appartenir à ce courant et pas représenter, comme c'est le plus souvent le cas, être majoritairement issus d'establishment démocrate. Ouais, alors c'est ce qu'on voit. En fait, je crois que Zoran Mamdani, il a commencé un mouvement. On voit déjà, il y a à peu près 30 à 40% des députés américains et des sénateurs américains dont le poste est en jeu, qui font face à une primaire. Et dans la primaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un candidat de gauche face à eux en général. Alors on a déjà vu, par exemple, dans le New Jersey, tu as déjà eu une représentante qui remettait son siège en jeu, et c'est la candidate de gauche, Anna-Maria Mera, qui a gagné le siège. Et puis là, tu as vraiment beaucoup de candidats dans tous les États, hein, au Texas, en Illinois, à New York, même dans des États ruraux en fait, hein, dans le Maine par exemple. Tu as des candidats de gauche qui challengent les sortants de l'establishment démocrate. Et par exemple, très récemment, donc le 3 mars, tu as au Texas, tu as eu des primaires. Et là, c'est absolument incroyable parce que le Texas, bon, c'est un État conservateur, c'est un État aussi plutôt rural d'ailleurs. Et dans les 3 primaires démocrates, ce sont les candidats de gauche qui ont gagné. C'est Talarico face à Crockett, c'est Haynes face à un autre de l'establishment, un autre candidat de l'establishment démocrate. Donc là, on voit que vraiment ces candidats gagnent et surtout, bon, ils gagnent avec des énormes marges. Et donc voilà, il y a vraiment un mouvement, je crois, qui se lève, qui va au-delà de New York. C'est ce qui s'est passé dans le Texas récemment. Et bon voilà, il y a beaucoup de primaires qui arrivent. On est toujours en cycle électoral aux États-Unis. Il y a des autres primaires qui arrivent la semaine prochaine dans l'Illinois et d'autres après dans d'autres États. Donc c'est à suivre vraiment de très près. Moi, je crois que beaucoup des députés et des sénateurs de l'establishment démocrate vont perdre leur poste et vont être challengés par un candidat de l'aile finalement socialiste ou progressiste du Parti démocrate. Puis après, bon ben, il faut voir si les midterms donc auront bel et bien lieu, puisque Ekman est moins sûr avec Donald Trump. Mais en tout cas, c'est ce mouvement-là qui se lève aux États-Unis et qui a vocation à devenir peut-être dominant dans le Parti démocrate. Ça fait à peine 2 mois que Zoran Mamdani siège en tant que maire de New York. Il a, dans sa communication, mais aussi dans son action, il a été amené à rencontrer plusieurs fois le président Trump, qui pourtant apparaît aussi comme son genre principal ennemi. Hein, enfin, dire dans la campagne, je veux dire, il s'est positionné contre Trump pour aussi se faire élire. J'avoue que les photos en fait et les vidéos où on voit Zoran Mamdani dans le bureau de Trump en train de serrer la main, de sourire, Trump qui lui dit ah mais c'est un mec génial, Zoran, it's a good guy, sont un peu genre étonnantes. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie en fait qui est mise en place par Zoran Mamdani? Est-ce que c'est parce qu'il a vraiment besoin que le président des États-Unis d'Amérique soit avec lui, ne l'empêche pas, ne lui mette pas des bâtons systématiques dans les roues pour mener à bien les projets qu'il a? Est-ce que genre c'est alors il y a Danielle Obono qui est une députée insoumise qui a retweeté une photo de Mamdani avec Trump où elle met l'effet what the actual fuck Mamdani, c'est-à-dire que genre elle aussi elle est très étonnée et même elle est très agressive vis-à-vis de cette stratégie de Mamdani qu'elle a l'air de conspuer. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ouais, alors si tu veux, il a une technique, une stratégie très claire. Il veut être jugé sur le programme. Va-t-il mettre en marche son programme ou échouera-t-il? Et dans cette stratégie, il a besoin de Donald Trump, puisque Donald Trump, c'est la personne qui a aussi une partie des cordons de la bourse, puisqu'il y a plein de fonds fédéraux qui vont à New York. Alors donc, si tu veux,
il y a deux manières de voir les choses. Quand tu regardes les chaînes d'infos américaines, alors moi j'avoue c'était assez surprenant de voir Zoran avec Trump, surtout le premier exemple. Bon, voilà, en plus il y avait une conférence de presse où vraiment ils avaient l'air d'être très amis. Bon, la lecture des chaînes d'infos aux États-Unis, c'était regardez, Trump, il manipule Zoran et il sait très bien comment utiliser Zoran Mamdani à son propre escient. C'est-à-dire, bon, il a besoin d'un petit bond dans les sondages et là, il y a quelqu'un de très populaire qui est Zoran Mamdani et donc il essaye de l'avoir dans son escarcelle. Bon, on peut aussi dire que c'est en fait Zoran qui le manipule puisque Zoran, lui, est arrivé très clairement avec un programme. Même la deuxième fois, il est arrivé même carrément avec soit deux photos de journaux pour mettre un peu en lumière et pour flatter l'ego de Trump. Bon, moi je crois que Zoran en fait c'est un politique très stratégique, très fin, qui sait vraiment utiliser les moments. Et là, je pense que il utilise Trump pour son programme et il utilise Trump parce qu'il sait qu'il a besoin de lui. Et tu vois, il gagne sur les deux coups, puisque Trump a dit oui pour plus de logements sociaux et la première fois c'était pour empêcher ICE de venir à New York. Bon, tu vois, il est assez malin. D'ailleurs, toute l'équipe, ils sont très très bons là-dessus. Ils font un très bon travail. Maintenant, bon, bien sûr, en tant qu'homme de gauche, bon, c'est difficile de voir un candidat socialiste, voilà, serrer la main d'un président qui bascule dans le fascisme, quoi, jour après jour. Je comprends qu'on puisse voir ça comme ça. Moi, je crois que Zoran, en fait, est assez intelligent et utilise Trump pour son programme. Mais alors, justement, ça m'intéresse. Comment se comporte, mais au-delà du cas strict de Zoran Mamdani, est-ce qu'il y a un cordon sanitaire de la part de la gauche et globalement même de la gauche américaine autour de Donald Trump, tu vois, en fait les démocrates font comme si c'était un président normal entre guillemets et quand ils sont invités, ils participent parce que nous on voit en France une partie de la gauche, je pense notamment à la France insoumise, qui est en rupture vis-à-vis y compris ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, c'est pas Donald Trump, mais il refuse de participer aux réunions qui sont proposées par Macron. Il refuse de serrer la main aux fascistes, aux gens du Rassemblement national. Du coup, ça fait vraiment, on a vraiment l'impression que c'est pas du tout les mêmes stratégies, mais c'est pas non plus la même culture. Ouais, mais aussi tu vois, comme en France, tu vois, aux États-Unis, t'as plusieurs gauches. Bon, Zoran, c'est un peu le middle ground, quoi. C'est-à-dire entre un parti démocrate, bon, qui est très centriste et qui là, je veux dire, est pas très bon dans l'opposition à Trump. T'as des gens comme Zoran Mamdani, qui sont quand même très très radicaux dans ce qu'ils disent de Trump. Je te rappelle quand même que Zoran a dit dans le bureau ovale, écoutez, il y a un génocide à Gaza, ça personne ne l'avait dit dans le bureau ovale, et il dit à Trump, quand on lui demande est-ce que vous pensez que Donald Trump est un fasciste, Donald Trump lui dit tu peux dire oui si, et lui il dit oui je le pense. Bon, c'est quand même incroyable de dire ça. Donc tu vois qu'il n'est pas non plus, il joue, il marche un peu sur un fil. Puis t'as toute une autre gauche aux États-Unis, plus radicale que Zoran Mamdani, très très minoritaire, qui là, bien évidemment, ne veut pas du tout entendre parler de Donald Trump, ni ne veut bien évidemment parler avec lui. Et donc, Zoran Mamdani a été aussi beaucoup critiqué sur sa gauche pour avoir rencontré Trump. Bon, moi, je crois que, alors bien évidemment, il y a plein de problèmes là, mais le fait qu'il mette son programme au centre de tout et qu'il est capable de un peu tout faire pour mettre en forme et mettre en œuvre son programme, bon, je crois que ça va plutôt dans le bon sens là. J'ai une dernière question, Tristan. T'es franco-américain, Ouais. donc du coup, t'es aussi français. Et est-ce que, d'après toi, ce que fait Zoran Mamdani, ce que fait cet endroit-là de la gauche américaine, dans quelle mesure ça peut inspirer, par exemple, les gauches européennes et en premier lieu la gauche française? Je vois que à gauche, il y a beaucoup de gens qui ont analyser, je mets des très gros guillemets, tu vois, parce que globalement, c'était de dire, non mais regardez, c'est super. En fait, ils ont tout résumé à 2 points. C'est genre, ils s'occupent du quotidien des gens, donc nous aussi, il faut qu'on fasse un programme qui s'occupe du quotidien des gens. Les socialistes comme les insoumis disaient ça de Mamdani. Et deuxième chose, il fait du porte-à-porte.
Alors là, vraiment, c'est génial, le porte-à-porte. Et ils ont tout résumé comme ça en disant, bah, nous aussi, donc on va faire du porte-à-porte et puis on va parler du quotidien des gens. Est-ce que ça suffit comme analyse? Est-ce que ça suffit pour gagner à la Mamdani en France? Ouais, mais bon, c'est pas faux, tu vois, mais moi, je crois que profondément, euh, les gens se sont sentis respectés par cette campagne. Ils se sont sentis respectés par le programme qui parlait d'eux. Tu sais, il fallait voir ce qu'il y avait en face quand même, parce qu'Andrew Cuomo ne parlait pas du tout du quotidien des New-Yorkais. Ils se sont en effet se sentis respectés par le porte-à-porte, mais tu vois, le porte-à-porte, c'était pas seulement du porte-à-porte. T'avais des gens qui allaient voir des gens qui n'avaient jamais voté et qui leur parlaient dans leur langue, c'est-à-dire dans des langues sud-asiatiques, africaines, etc. C'est-à-dire, bon, c'était quelque chose d'assez nouveau, ça, de faire en sorte d'aller parler aux gens, non seulement leur propre langue, j'ai envie de dire linguistique, tu vois, mais aussi culturelle. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Puis tu vois, après, tu as eu toute une campagne sur les réseaux sociaux. Là aussi, ça a été beaucoup caricaturé, tu vois, en France. Mais c'était une Compris par campagne. Sarah Knafo. Voilà, et donc elle reprend la surface de la campagne. Or, quand tu regardes la campagne sur les réseaux sociaux, ils ont toujours mis les gens au centre. C'était jamais Zoran, tu vois. C'est toujours les gens, c'est toujours New York. Et là encore, vraiment, les gens se sont sentis vraiment respectés par cette campagne. Et je crois que c'est ça vraiment le message, c'est de parler aux gens, mais de le faire d'une manière juste et authentique. Et c'est ça que Zoran a fait. Et c'est ça qui est peut-être assez mal compris vu de France, vu d'Europe. Bah, espérons qu'en lisant ton livre, ils comprennent ça un peu mieux. Bah, merci beaucoup, Tristan. Merci à toi.